Merci Myriam, je t'invite donc à présenter les acquis de l'apprentissage, les traces de l'activité des élèves, le portfolio. Bonjour à toutes et à tous. Euh, une intervention en 3 parties, mais d'abord un petit rappel de ce qu'on vous avait dit au mois de juin, à savoir que le passeport professionnel tel que vous le connaissiez jusqu'à présent en bac GA disparaissait des référentiels de certification, mais que pour autant, l'adoption d'un support pour rassembler les traces de l'élève était nécessaire parce que c'est un véritable outil de formation et en plus de l'outil de formation, il permet de certifier 2 des épreuves, comme Alain vient de l'expliquer précédemment. Avant, il nous semblait important de redémarrer, de reposer un cadre sur ces acquis de l'apprentissage, un cadre scientifique, ce que dit la recherche, et d'où a émergé cette démarche de l'enseignement et de la collecte des traces des acquis de l'apprentissage. Donc ce sera la première partie, et puis dans une deuxième partie, on abordera les usages pédagogiques de ces acquis de l'apprentissage à travers un répertoire des travaux effectués ou un portfolio ou alors un état récapitulatif. Et puis on verra quels outils peuvent être utilisés pour les élèves. Les acquis de l'apprentissage. Donc un petit peu d'histoire. Les acquis de l'apprentissage ou learning outcomes, tel que c'était défini par l'Union européenne, est en fait une notion internationale attribuable au processus de Lisbonne, qui a fixé en 2000 comme stratégie l'idée de faire de l'économie européenne l'économie de la connaissance la plus compétitive du monde. Cela concernait bien sûr directement l'enseignement et la formation professionnelle avec la notion de learning outcomes qui émerge à ce moment-là. Alors, ça a mis du temps, ça a cheminé, et en 2009, il y a une recommandation qui a été émise par l'Union européenne le 18 juin 2009 de créer des unités d'acquis d'apprentissage dans tous les diplômes. En France, ça a été repris sous forme de blocs de compétences dans les dispositifs français. Et puis, un petit peu plus en avant dans le temps, plus proche de nous, le 22 mai 2017, une autre recommandation a mis en place la mise en œuvre de l'approche fondée sur les apprentissages, sur les acquis de l'apprentissage, pardon, au cœur du cadre européen des certifications. Donc, ces acquis de l'apprentissage, l'Union européenne en donne une définition que vous trouvez sur la diapo, c'est ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de démontrer au terme de son parcours de formation. Donc, sur le fond, le principe est assez simple. Un élève collecte dans un répertoire de travaux les preuves de ses compétences développées en formation. C'est un portfolio. Cette démarche, dans un cadre éducatif, comme je vous le disais, elle est assez simple. C'est-à-dire que l'élève, pendant la totalité de son parcours de formation, va collecter les réalisations qu'il a faites. Donc ça, c'est une première étape. Mais l'étape la plus importante, c'est celle qui le transforme en acquis de l'apprentissage. C'est la nécessaire réflexion qu'il va mener autour de ces pratiques, c'est-à-dire quelle analyse et comment est-ce qu'il verbalise les activités qu'il vient de mener. C'est-à-dire qu'il va collecter une série de preuves de ses acquis d'apprentissage et des compétences qu'il a mis en œuvre dans ses activités. C'est donc l'outil, le répertoire, le portfolio devient donc bien l'outil de la collecte des réalisations de l'apprenant et de la réflexion sur ses apprentissages. Ce qu'il y a de très important, c'est que comme c'est un outil de formation, ces preuves collectées peuvent évoluer dans le temps. Et même, elles vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire que le principe même de ce répertoire portfolio, c'est que c'est un support personnel qui n'appartient
qu'a l'apprenant et qui est évolutif dans le temps au fur et à mesure, dans le cadre d'une progression spiralaire dont on a déjà parlé au mois de juin. L'élève va approfondir les compétences qu'il est en train d'acquérir en les confrontant à de la complexité ou des aléas qui va lui permettre de d'atteindre le palier attendu par le bac Agora. Donc, ce portfolio devient le reflet du parcours de formation. Il doit engager l'élève puisque ce portfolio est le témoin de son parcours de formation. Donc, à partir du moment où c'est un objet personnel, il n'y a pas d'intervention de l'enseignant. Il n'y a donc pas de correction comme ça se pratiquait régulièrement en bac GA, bien que ça n'était pas demandé par souci de conformité avec un français bien écrit, les enseignants s'étaient engagés dans les corrections de ces fiches. Mais pour autant, la correction n'est pas à faire et elle n'est pas à faire non plus dans cette notion d'acquis de l'apprentissage. Et c'est peut-être justement un point de dialogue avec l'élève que quand on lit une de ses productions, de lui dire que la façon dont il l'a verbalisé, dont il a utilisé la langue, le français à l'écrit, n'est pas intelligible et comment, et de l'aider à réfléchir sur comment est-ce qu'on pourrait améliorer cet écrit. Donc, cette présentation dans le portfolio, évolutive, personnelle et professionnelle de l'élève, je répète, est un véritable engagement de l'élève qui doit être accompagné par l'équipe pédagogique dans des gestes professionnels pour amener la construction de ce portfolio. Donc la recherche aussi, elle recommande une démarche optimale, à savoir que ces acquis de l'apprentissage, c'est une routine à installer dans le processus de formation, mais dès l'entrée en formation. C'est un geste à installer chez les élèves au quotidien et donc ça demande aux enseignants pendant peut-être un trimestre, voire 2 trimestres de l'entrée en formation, d'accompagner cette élaboration par une planification cohérente, d'installer des routines, d'accompagner, d'expliquer et peut-être voire même d'imposer. Il y a un moment où peut-être de manière un peu autoritaire, il faudra guider l'élève vers la construction de ce portfolio et l'aider dans la structuration des éléments qu'il va devoir y accompagner. Et puis bien sûr, le deuxième aspect, c'est de suivre ce portfolio. C'est cette notion de feedback, de retour d'information, d'analyse réflexive avec l'élève de tout ce que les élèves vont consigner à l'intérieur. Et donc, pour l'enseignant, c'est aussi l'occasion de collecter des traces autour des entretiens qui vont être menés avec l'élève pour pouvoir aider l'élève à verbaliser l'acquisition de ses compétences. Donc, ces acquis de l'apprentissage, dans le processus de formation, sont un véritable levier pour une nouvelle forme de relation enseignant et élève. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans une relation descendante, on est vraiment dans une relation d'accompagnement et de réflexion, d'individualisation de la progression de l'élève dans l'acquisition de ses compétences. Quels usages pédagogiques du répertoire des travaux effectués? Il y en a beaucoup, puisque c'est un élément central de la formation et un outil de formation très important pour l'élève, mais aussi pour l'enseignant. Donc les objectifs pour les élèves sont nombreux. Il s'agit bien sûr, au global, de collecter les traces de ce que l'on a fait, mais de les collecter par écrit. Et là, c'est un travail en bac qui est souvent compliqué, cette notion de travail écrit. On a peut-être un petit peu trop tendance à leur mâcher le travail, à leur prévoir des textes à trous, et alors que là, on va vraiment leur demander de produire des écrits qui pourront plus tard être analysés. Et bien sûr, ces écrits, l'élève va devoir les relier avec les activités réalisées, avec les compétences du métier du bac Agora, mais aussi les savoirs associés dont il a eu besoin pour mettre en œuvre, pour réaliser son activité et mettre en œuvre ses compétences. Et donc, cet objet écrit,
il va pouvoir le faire évoluer parce que la compétence telle qu'il l'aura travaillée en seconde ne sera pas la même que celle qu'il va travailler en première, voire en terminale. Il y aura forcément des choses qui vont être ajoutées de manière spiralaire, ajouter des niveaux de complexité et des aléas pour lesquels il va être confronté. C'est aussi engager l'élève dans un processus de métacognition, l'aider à comprendre ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'il le fait, comment et pour qui. Et donc tout ça, ce sont des éléments qui amènent de l'information à l'élève sur sa façon dont il apprend et ça l'aide à se connaître. L'objectif aussi de ce portfolio, c'est de lui donner à voir la visualisation du parcours, du chemin qu'il parcourt, c'est-à-dire de visualiser ses progrès dans son parcours de professionnalisation, mais aussi d'orientation, de collecter ce qu'il aime particulièrement faire et peut-être après, en cours de formation, d'aller colorer son diplôme, mais ça, ce sera l'objet peut-être d'un autre webinaire, c'est-à-dire de s'engager dans un domaine professionnel, dans un domaine d'activité qui l'attire particulièrement et d'en collecter les traces dans son portfolio. C'est aussi pour l'élève la possibilité, à l'issue de sa formation, bien sûr, d'exporter les traces de son activité tout au long de son parcours pour s'en servir à la valorisation de ce qu'il a fait, faciliter sa poursuite d'études, voire son insertion professionnelle. Donc l'objectif pédagogique central pour les élèves, c'est bien la collecte des traces. Pour les enseignants, des nouveaux gestes professionnels ou pas, puisque c'était déjà quelque chose qui était quand même installé depuis 2012 avec l'arrivée du bac gestion-administration. Mais je répète, il n'y a plus cette notion d'intervention de l'enseignant sur la production de l'élève. Donc pour l'enseignant, c'est la possibilité de visualiser le parcours de formation, de construire du coup un accompagnement individualisé pour chaque élève, puisque chaque élève apprend de manière différente. Et si certains vont aller très vite sur l'acquisition à un palier expert de certaines compétences, d'autres vont aller moins vite. Et c'est vraiment cette idée d'ajustement du parcours, cet outil de visualisation qui devient extrêmement important pour l'élève, pour l'enseignant, pour accompagner l'élève au mieux. Et bien sûr, ce portfolio devient support à des entretiens formatifs pour permettre de réaliser des bilans, mais aussi donner un feedback à l'élève, de l'information sur ses points forts, mais aussi ses axes de progrès. C'est bien sûr tracer le chemin parcouru, aider l'élève à prendre conscience de ce qu'il a déjà fait et de ce qui lui reste à faire. Et puis, dans cette notion, bien sûr, de construire un après, de participer à la construction du projet de l'élève, poursuite d'études ou insertion professionnelle. D'une manière générale, il s'agit ici, dans cette démarche d'acquis de l'apprentissage, de construction d'un portfolio, de guider l'élève vers la verbalisation, puisque le cœur de la démarche des acquis de l'apprentissage, c'est cette notion de verbalisation. Verbalisation qui est en deux phases, une phase écrite qui va être à travers des comptes rendus d'activités. On a fait le choix de changer le nom. On a appelé ça des comptes rendus d'activités à la place des fiches cerises parce que vraiment, on veut que ça permette à l'élève de situer son action dans un processus. Et quand on se promène dans les classes, on constate que souvent les jeunes ont du mal à rattacher l'activité qu'ils réalisent à un processus dans l'organisation. Et l'idée de ces compte rendu d'activité, c'est aussi de faciliter l'élève à situer son action, son activité dans le cadre d'un processus d'une organisation, de prendre connaissance bien sûr de ses méthodes et de son fonctionnement, et puis de visualiser ce qui est fait et découvert, et puis bien sûr sur la partie écrite, de travailler la maîtrise de la langue à travers l'écrit et l'enrichissement du lexique, qui est un point extrêmement important, qui était déjà travaillé dans le bac GA, je vous rappelle, avec les ateliers rédactionnels, et qui est tout à fait encore à travailler dans le bac Agora, avec ces dimensions de maîtrise de la langue que l'on retrouve bien dans chacun des blocs. Donc cette première partie de la verbalisation qui doit être écrite,
qui est nécessaire à la construction de cette notion de métacognition de l'élève, et la deuxième partie, qui sont des entretiens formatifs qui doivent être basés sur un questionnement d'explicitation, où l'objectif, c'est vraiment pour l'élève de verbaliser l'activité qu'il a fait de façon à pouvoir la conceptualiser, puis la généraliser derrière. Donc, tout ça, ça permet de ce processus de métacognition, à savoir de rendre l'élève conscient de ce processus cognitif et de l'aider à passer d'une action concrète à une notion abstraite. Et ça, c'est un élément clé pour un élève qui voudrait faire une poursuite d'études, par exemple. Cette capacité à l'abstraction, elle est nécessaire pour envisager une poursuite d'études. Mais elle est nécessaire aussi pour une insertion professionnelle, pour avoir la maîtrise du contexte dans lequel on travaille et pouvoir agir en étant compétent. Donc, un petit focus sur le compte-rendu d'activité au service de la réflexivité. On va vous proposer, tel que le décrit cette diapositive, une réflexion de ce que pourrait être, de ce que devrait être le compte-rendu d'activité au service de la réflexivité. Donc, bien sûr, un compte-rendu d'activité doit décrire un contexte, une organisation professionnelle. Et puis aussi, cette activité doit être reliée aux compétences professionnelles et au savoir associé du référentiel. Et puis, l'élève, on doit lui poser un certain nombre de questions pour l'aider à décrire, à verbaliser l'activité qu'il a réalisée. Et pour ça, on va vous proposer un type de questionnement qui reprend le système des informations satellites de l'action vécue selon Pierre Vermersch, qui permet la verbalisation de l'action vécue et de l'expérience à un apprenant. Donc, par 5 focus de questions, quand et où l'activité s'est déroulée. Là, on inscrit l'action dans son contexte, dans sa temporalité, on l'ancre dans une réalité, dans une expérience, dans un vécu. On ne part pas de quelque chose de théorique, mais vraiment de ce que l'élève a fait. Ensuite, on va lui poser des questions autour de comment est-ce que l'élève a réalisé son activité. On va l'aider à rassembler les éléments factuels de l'action, quelle procédure il a mis en œuvre, de quoi est-ce qu'il a eu besoin, quel geste il a fait. Ensuite, un troisième temps où l'élève doit dire ce que l'élève savait de ce qu'il fallait qu'il fasse, parce que vous savez bien que quand on donne une consigne, l'interprétation de la consigne par l'élève peut donner des fois des choses un peu surprenantes. Donc c'est toujours intéressant de le questionner, de savoir ce qu'il avait rencontré pour faire émerger les savoirs et l'interprétation qu'il a fait, pas l'interprétation, mais ce qu'il a compris de ce qu'il fallait qu'il fasse. Et puis ensuite, un quatrième paragraphe où l'élève dit ce qu'il voulait faire, il donne du sens à son action, à quelle étape du processus il intervient. Et là, c'est l'engager dans un regard de métacognition, justement, prendre de la hauteur sur son activité. Et puis enfin, évaluer, porter un jugement sur ce qu'il a fait. Et là, c'est le questionner sur ce que l'élève pense de ce qu'il a fait, l'aider au contrôle de son travail, l'aider à se situer dans le référentiel. Donc, ce compte-rendu d'activité, il doit être au service de la réflexivité, mais aussi au service de la verbalisation de l'action vécue. Alors, quelle utilisation du portfolio par les enseignants dans le cadre de formation? C'est multiple. On en a rassemblé quelques-unes ici. Je voulais juste vous pointer du doigt un travail de Marianne Poumet dont vous trouverez dans la dernière diapositive de ce diaporama les références où elle explique très bien cette démarche des acquis de l'apprentissage, et elle dit quelque chose qui est central pour moi, c'est-à-dire l'important est ce que les élèves apprennent et pas ce que nous enseignons. C'est-à-dire que quand on interroge les enseignants, ils sont souvent très satisfaits du programme qu'ils ont fait. Mais pour autant, ce qu'il y a d'important, c'est la trace que ça a laissée auprès des élèves. Et cette trace, elle est matérialisée dans le portfolio. Elle doit être
le reflet de ce que les élèves ont appris grâce aux enseignants. Donc, pour l'enseignant, des gestes professionnels, apprendre à collecter les traces, la prise de notes, la rédaction de comptes rendus d'activités, en autonomie, peut-être guidé au début, et puis après en autonomie, toujours la visée de cette maîtrise de la langue, et puis toujours organiser, favoriser des temps d'échange entre pairs, parce que entre pairs, on peut aussi porter un regard critique sur des comptes rendus d'activités, sur la façon dont on les comprend, sur leur intelligibilité, et puis proposer des situations de travail de complexité variable. Donc là, on revient à cette notion de progression spiralaire, c'est-à-dire que la compétence est abordée tout simplement en classe de seconde, et puis on va y ajouter de la complexité et des aléas de façon à ce que l'élève puisse confronter sa compétence plusieurs fois et faire évoluer ses comptes rendus d'activité. Et puis, pour l'enseignant, c'est aussi vraiment s'intéresser à l'ensemble des ressources cognitives qui sont mobilisées par l'élève. Les connaissances qu'il a, les capacités qu'il met en œuvre et les compétences qu'il développe. Donc, c'est extrêmement important et c'est central dans la formation aujourd'hui. C'est cette capacité de l'enseignant à organiser des temps d'échange réguliers et des feedbacks, de donner un retour d'information à l'élève de manière formelle ou informelle, parfois dans la classe, individuelle ou collectif avec les élèves. Donc, en groupe national, on a réfléchi à ce que pourraient être des briques de contenu de ce portfolio. On avait l'habitude en GA à remplir ces fameuses fiches cerises, donc avec quelque chose de très structuré et d'organisé, mais là, la proposition, c'est vraiment d'engager la liberté pédagogique des enseignants et d'aider l'élève à construire un portfolio, et donc du coup on a réfléchi à des idées de briques. Donc bien sûr une présentation personnelle qui pourrait évoluer dans le temps avec ce que j'aime, ce que je n'aime pas, mes points d'intérêt. Peut-être aussi de faire un petit focus sur mes compétences numériques, quel est mon avancement en lien avec PIX, les compétences transversales, telles que les apportait Isabelle à travers le compte-rendu de PFMP, les 6 qui ont été sélectionnés, et puis peut-être aussi pour l'élève de décrire un projet professionnel, l'idée de se projeter soit vers une insertion, soit vers une poursuite d'études. La brique centrale de ce portfolio restant bien sûr le compte-rendu d'activités professionnelles que j'ai déjà développé précédemment. Il pourrait être intéressant aussi que l'élève ait des briques qui décrivent des organisations d'accueil. Parfois, l'élève peut faire 6 stages ou alors un stage, plusieurs périodes de stage dans une même organisation. Et c'est intéressant pour l'élève de garder la trace de l'ensemble des organisations qu'il a traversées et peut-être de créer un module autour de ces organisations d'accueil. Et puis bien sûr, il faut pour l'élève un tableau de bord qui lui permet de suivre les activités qu'il a réalisées et les compétences qu'il a travaillées et celles qui lui restent à faire. Toujours cet outil, cette notion de donner à voir le chemin parcouru et le chemin qu'il reste à parcourir. Et puis, on avait imaginé que ça pourrait être intéressant dans cet espace portfolio qui doit être individuel, mais peut-être d'avoir un lieu collectif qui pourrait permettre la mutualisation entre pairs sur des outils ou des savoirs qu'ils aimeraient partager en promotion. Alors, ça nous amène maintenant aux fameux outils que nous pourrions utiliser pour la réalisation de ce portfolio numérique. Donc, on a réfléchi et il existe en fait 2 types d'outils. Soit des outils développés par des éditeurs de sites web et de blogs libres, où là, l'organisation du contenu est à construire par l'auteur du portfolio, donc guidé par le professeur. Ce sont les sites que vous avez tels que Blogger, Weebly, Wix, Google Sites, WordPress, tous ces sites qui sont plutôt pérennes dans le temps et qui permettent à l'élève, donc il faut bien se poser la question parce qu'il faut que ce soit pérenne sur la durée de la formation, donc sur les 3 années de la formation. Donc,
dans certains ENT aujourd'hui, il y a des éditeurs de sites internet qui sont proposés. Par exemple, sur la région Île-de-France, c'est WordPress qui a été intégré à l'ENT, mais peut-être que dans chacun de vos ENT, selon les régions dans lesquelles vous êtes, un éditeur de site internet vous a été proposé. Et si c'est dans le cadre d'un ENT, ça rentre dans le GAR et ça risque d'être pérenne sur la durée de la formation pour les élèves. Ou vous pouvez encore utiliser un outil développé par un opérateur du ministère, à savoir Canopé, qui est un outil qui va proposer une organisation du contenu guidée pour l'auteur du portfolio tel qu'on vous l'a décrite avec le questionnement d'explicitation. Et c'est la version de CEPRO tertiaire Agora qui est déployée actuellement. Et pour tous ceux qui ont un abonnement Cerise Pro GA, on va proposer aux classes de seconde sans coût supplémentaire ce portfolio. Mais c'est un choix de l'équipe pédagogique et c'est ça qui est extrêmement important aujourd'hui. Il n'y a pas d'outils imposés. C'est vraiment à la liberté de l'enseignant pédagogique de l'enseignant et aussi de l'élève, puisque on peut le constater qu'avec les générations avec lesquelles on travaille, ils sont de plus en plus dégourdis sur le plan numérique. Et donc, il faut leur faire confiance aussi. Mais par contre, les aider, si vous faites le choix d'un éditeur de site web ou de blog libre, les aider à construire le contenu. Et là, ça reste une expertise de l'enseignant. Donc, lâcher prise sur l'aspect numérique de l'outil à utiliser, mais ne pas lâcher prise sur le contenu et sur les briques de contenu nécessaires à la construction d'un portfolio sur l'ensemble de la formation. J'en ai fini de ma présentation. Je voulais juste vous dire que on vous avait mis en fin de ce diaporama la totalité des références scientifiques qui nous ont permis de construire cette intervention. Voilà. Merci Myriam pour la clarté et la richesse de ces propositions. Et je voulais réinsister parce que nous sommes tous d'accord dans ce groupe de rénovation sur le fait qu'il n'y a pas de prescription a priori sur l'utilisation d'un outil plutôt qu'un autre. Et effectivement, ça relève de la liberté pédagogique des enseignants et voire des équipes. Et comme tu l'as bien souligné, il n'en demeure pas moins que quel que soit l'outil, l'expertise de l'enseignant et l'accompagnement de l'enseignant est extrêmement important pour l'élève et que les briques qui ont été proposées sont des éléments de structuration extrêmement importants. Alors, tu as tellement été clair qu'il y a très très peu de questions dans le chat. Il n'en demeure pas moins que Nadia Bidolet en pose une qui est relative au RGPD et notamment pour les premiers outils qui sont présentés et en accès libre. Alors, moi, je veux bien répondre à cette question. À partir du moment où c'est un accès libre, c'est pas RGPD. Donc, c'est pour ça que je vous invite à aller voir dans vos ENT ce que les régions ont négocié, puisque ça fait partie maintenant du cahier des charges défini par la DGESCO d'insérer un éditeur de site internet. Euh, et à partir du moment où c'est intégré dans l'ENT, à ce moment-là, ça devient RGPD, c'est intégré dans le GAR. Merci pour cette précision, Myriam. Valérie Schmitt nous pose la question suivante. Comment organiser les entretiens professionnels dont tu parlais en début de ton intervention? Alors, c'est des entretiens qui doivent se faire au fil de l'eau. C'est-à-dire que à partir du moment où on travaille en scénario pédagogique, les élèves sont en activité dans la classe sans que l'enseignant soit en nécessité de pilotage constant des activités. C'est-à-dire que c'est l'autonomisation et la responsabilisation de l'élève dans les activités qui lui sont données dans la classe. Donc, l'enseignant devient un manager et il va piloter ses groupes d'élèves, donner des activités. Et donc, on a le temps de prendre au bureau un élève ou d'aller le voir, de s'asseoir à côté de lui et de mener un entretien informel ou alors de donner un rendez-vous et d'aller dans un espace réunion pour avoir un entretien un peu plus formel autour du portfolio ou d'une activité que l'élève aurait réalisée. C'est vraiment
changer le regard, on n'est plus du tout dans un enseignement descendant. Et là, je fais référence à ce qu'on a déjà dit au mois de juin sur les modalités pédagogiques à mettre en œuvre, à savoir vraiment dans l'esprit du simulateur administratif, du simulateur figital, où l'élève doit être en activité de manière autonome et l'enseignant devient un chef, un manager qui va piloter sa classe. Et comme tout manager, il y a des petits moments de réunion et d'entretien qui permettent de faire ces entretiens formatifs au fil de l'eau. Franck, j'ai deux, trois remarques à faire par rapport à ce qui a été dit. Alors vas-y. Oui. Et par rapport à un ou deux questionnements que j'ai vu passer. Donc, ce qui vient d'être présenté par Myriam, ce sont des pistes à la fois pour les enseignants, mais aussi au travers des enseignants aux élèves qui deviendront des candidats, pour suivre les acquis d'apprentissage tout au long du cycle de formation, de la seconde à la terminale. Et comme ça a été dit très clairement, et ça vient d'être rappelé par Franck, sur ces modalités de suivi des acquis d'apprentissage, les équipes pédagogiques sont libres de choisir ces modalités. Ça, c'est clair, comme elles sont libres de choisir des manuels, des livres scolaires, etc., d'ailleurs, dans tous les cycles d'études. Ça, c'est un point, mais c'est quelque chose qu'il faut engager, le processus qui vient d'être signalé, engagé, et finalement, dès la classe de seconde. J'en reviens à la dimension qui a été évoquée sur la certification. Donc là, l'évaluation finale pour la délivrance du diplôme. La question a été posée tout à l'heure. En ce qui concerne les épreuves, en particulier les épreuves en CCF, donc correspondant au bloc 1 et au bloc 3, il est clairement dit que le candidat doit constituer un dossier professionnel, on en a parlé tout à l'heure, mais j'y reviens, un dossier professionnel. Là, c'est le candidat qui le constitue. Il le constitue avec les comptes rendus d'évaluation de l'ensemble des périodes des PFMP, on ne revient pas là-dessus, on en a parlé, mais aussi l'état récapitulatif des travaux professionnels réalisés par le candidat pendant le cycle de formation et significatif des compétences du bloc concerné. En l'occurrence, pour l'évaluation du bloc 1, évidemment, c'est les activités signalées dans le bloc 1. Là, on passe dans la certification. Donc, il y aura un modèle qui va être défini, d'état récapitulatif, mais il ne va pas être très compliqué, ce modèle. Sur les exigences qui sont fournies, ça va être au candidat de présenter un certain nombre de travaux professionnels tout au long du cycle de formation, quel que soit le moment ou le lieu, l'espace de formation, c'est lui qui va choisir. Mais là, ça se situe en fin de parcours, en fin de cycle par définition. Il y aura peut-être, enfin, il y aura sûrement même une contrainte, c'est qu'il y ait des travaux professionnels qui, au-delà du bloc 1, qui ne concernent que le bloc 1, mais il y aura probablement l'exigence qu'il y ait des références de travaux relevant des trois, je dirais, sous-cycles du bloc 1, des sous-blocs du bloc 1, sur, d'une part, la préparation et la prise en charge de la relation avec le prospect, le client, l'usager, l'adhérent, sur, d'autre part, le traitement des opérations administratives et de gestion, et, d'autre part, sur l'actualisation du système d'information en lien avec le prospect. Donc là, ça sera, au-delà de ces contraintes-là, et peut-être des contraintes de volume, mais encore, c'est pas sûr, on va laisser la liberté aux candidats de présenter des travaux professionnels en plus des comptes rendus d'évaluation, de présenter les travaux professionnels. Et j'insiste sur un point important, dans la logique du candidat, lui, il va partir, on va lui demander de préciser les travaux, les activités, les tâches qu'il a eu à faire, et essayer de préciser à partir de ces activités les compétences qu'il a pu acquérir au travers de ces tâches et activités. Là, on est bien dans le sens, je parle bien du candidat, dans le sens où il va faire le point sur les
les activités, les travaux qu'il a traversés, les situations professionnelles qu'il a traversées pendant les 3 années du cycle de formation, pour cibler celles qui sont les plus importantes, pour essayer de couvrir au maximum les activités qui sont précisées dans le bloc 1, par exemple, et d'en déduire l'acquisition d'un certain nombre de compétences qui sont dans le bloc 1. Du point de vue de l'évaluation, donc là on est du côté maintenant évaluateur. J'ai indiqué tout à l'heure que l'évaluation va se faire par donc 2 enseignants ou formateurs en charge des enseignements professionnels du bac Agora. Eux, leur entrée, ça va être une entrée compétence. Donc pour E31, ils vont prendre en compte les éléments, l'ensemble des compétences qui figurent dans le bloc 1. Il doit y en avoir 12 de mémoire. Et leur questionnement, lui, va être différent. Ils vont regarder dans quelle mesure le candidat a acquis ou non acquis quel degré de compétence. Ça sera un élément à préciser, mais ça sera un autre document qui va figurer dans la circulaire nationale. Donc, de toute façon, ce document-là va lister les 12 compétences du bloc 1. Et pour évaluer si ça a été acquis ou non acquis, il va regarder la façon dont le candidat a pu les acquérir au travers de l'ensemble des travaux professionnels, mais aussi au travers de ce qu'a relevé l'enseignant tout au cours, enfin les enseignants, puisque a priori il y en a plusieurs entre la seconde et la terminale, les enseignants tout au long du parcours. Donc ça, et donc là, ça sera une entrée compétences, degré d'acquisition des compétences, par l'observation du parcours de formation du candidat, par rapport à ce qu'il a mis aussi dans son état récapitulatif et ce qu'il y a dans les comptes rendus d'évaluation. Donc ça, c'est un point important. Donc ces éléments-là seront précisés dans la circulaire nationale. On les présentera un peu plus tard. Je fais remarquer que encore 2 choses. La première chose, c'est que par rapport à ces éléments-là, va se poser la question de ce qui est fait au travers du chef-d'œuvre. Pour préciser les choses, dans un premier temps, l'évaluation, la certification, l'évaluation du chef-d'œuvre pour le baccalauréat, il était envisagé de les intégrer à un des blocs, comme ce qui se passe pour les CAP. Au final, la décision qui a été prise est différente, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais la décision finale, elle a été prise au mois d'octobre 2020. La décision finale a été d'évaluer de façon distincte le chef-d'œuvre, à partir de ce qui a été accompli pendant les heures de chef-d'œuvre, d'une part, et par rapport à la préparation de l'oral. Donc le chef-d'œuvre fait l'objet d'une évaluation particulière. Donc il n'a pas à être intégré normalement dans les blocs de compétences, enfin dans l'évaluation des blocs de compétences. Donc toutes les activités et les éléments, les travaux professionnels pour le bloc 1 d'une part, pour le bloc 3 d'autre part, seront pris en compte. Ceci étant, ce n'est pas contradictoire avec le fait que dans le portfolio dont on vient de parler, donc le portfolio de l'élève, on ait le recensement de tout ce qui a pu être fait. De tout ce qui a pu être fait au travers du cycle de formation, y compris les PFMP, y compris le chef-d'œuvre. Puisque le dossier professionnel, il est associé au bloc 1 d'une part et au bloc 3, ce sera 2 dossiers différents, au bloc 1 d'une part et au bloc 3 d'autre part, et là il ciblera ce qui se réfère uniquement au bloc 1 et au bloc 3. Et dernière remarque avant de redonner la parole et éventuellement un certain nombre de questions, ce qui vient d'être présenté par Myriam et toute cette logique-là, ça nourrit bien entendu aussi le travail de l'enseignant sur l'évaluation par l'enseignant tout au long du cycle de formation et l'alimentation des bulletins scolaires, l'alimentation du livret scolaire. Donc ça, c'est un point important. Pour que l'enseignant puisse mettre des notes, des appréciations dans le bulletin scolaire et dans le livret scolaire, il faut bien entendu qu'il procède à l'évaluation des élèves tout au long du cycle de formation.
Alors, il y a une autre question qui est posée par Jérémy Sénabre. Les travaux professionnels seront-ils présentés seuls ou avec la fiche de compte-rendu d'activité? Euh, Bah, les travaux professionnels, ils seront, on définira hein, la modalité. Pour l'instant, elle n'est pas définie. Mais il suffira pas de citer le moment ou l'espace. Ça va occuper une ligne. Il va falloir un peu préciser les choses pour justement montrer comment les compétences ont pu être, quelles étaient les compétences qui pouvaient être visées et comment elles ont été acquises. Il y aura effectivement, alors je sais pas si ça sera un compte rendu d'activité, mais ça sera appuyé effectivement sur les comptes rendus d'activité. Et ce qui est important, c'est que il faudra bien voir sur, c'est l'ensemble du cycle de formation. Et c'est pour ça que je le disais tout à l'heure, le candidat, et je parle bien de la certification là, pour la certification finale, pour le dossier professionnel, le candidat, il va pas expliquer par le menu tout ce qu'il a fait pendant 3 ans. Il va bien falloir qu'il fasse des choix pour sélectionner les activités emblématiques qui lui ont permis d'acquérir un certain nombre de compétences. Et je précise encore une fois, il y aura une phase d'audition, d'échange, dans le cadre qui est prévu hein, dans le cadre de l'évaluation CCF, sur lequel les évaluateurs seront amenés à faire préciser les choses ou à faire compléter les choses par le candidat. Alors, je pense que la précision que tu apportes répond peut-être à la question de Wafa Sassa qui dit, si j'ai bien compris, pour les épreuves certificatives, le candidat peut sélectionner ses travaux dans le dossier professionnel. Le candidat est-il encouragé à présenter ses meilleurs travaux ou il peut proposer de faire des choix de travaux pour valoriser lors de l'oral de l'oral? Euh, oui, enfin, c'est pas, ça va pas être un jugement sur, enfin, une évaluation des travaux. Le- la question qui se pose dans le cadre de l'évaluation certificative, c'est de voir si le candidat a acquis les compétences qui sont visées dans le bloc. Et ça sera un autre sujet dont on pourra débattre, mais c'est pas encore d'actualité, mais on en débattra. Le niveau, le degré d'acquisition d'une compétence donnée. Mais ça va être l'objet de ce dossier et des échanges dans le cadre de l'audition avec le candidat, de convaincre le jury qu'il a, les évaluateurs en l'occurrence, qu'il a acquis ou n'a pas acquis telle compétence. Enfin, le but du candidat, c'est qu'il montre qu'il a acquis toutes les compétences du bloc. Voilà. Et pour terminer sur ce point-là, là, je me place du côté des évaluateurs, donc de la grille d'évaluation, qui fera partie du document à rendre au jury final, donnera la notation définitive pour chaque bloc concerné. Je pense qu'on sera sur une évaluation par profil. C'est-à-dire que sur un bloc de compétences donné, il va y avoir 11 ou 12 compétences. Euh, il y aura des degrés d'acquisition qui pourront être éventuellement différents pour chacune des compétences. Ça sera au jury d'évaluation de, de, de le préciser. Et au vu des profils par rapport aux 11 ou 12 compétences du bloc, il y aura une note qui sera allouée, puisque dans le système français, je le répète très souvent, c'est ce qui différencie par rapport à pas mal de pays étrangers. On ne donne pas une acquisition ou une non-acquisition d'un bloc de compétences. On a une compensation au final entre les blocs, même si l'évaluation est indépendante. Donc on donne une note au bloc. Donc il faudra donner une note sur 20 au bloc qui sera coefficientée dans le cas de E31 d'un coefficient 4 et dans l'autre E33 qui sera coefficienté 3. Alors, Valérie Schmitt dit, en fin de compte, nous devons donc conserver les outils de suivi de compétences que nous utilisons déjà pour l'évaluation certificative. Alors ça, pour moi, et d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure par Myriam et au travers aussi de questionnements, mais ça c'est un point important, il faut que les élèves, futurs candidats,
conserve tout au long du cycle de formation les traces qui ont été évoquées. Là, le portfolio, pour faire simple, le portfolio, quelle que soit sa forme, numérique, papier, hybride, enfin tout ce que vous voulez, il faut que l'élève candidat, lui, il conserve ces traces-là pour pouvoir établir le dossier professionnel et en particulier pour E31 et E33. Je fais remarquer au passage que dans le portfolio, c'est l'ensemble de ce qui est fait dans l'enseignement, dans les 3 unités professionnelles qui peut être mentionné. Même si E2 fait l'objet d'une épreuve écrite spécifique, donc il est important que le portfolio recense l'ensemble, parce que le portfolio, il va servir évidemment à suivre le candidat, à évaluer l'élève tout au long de sa formation. Il va servir pour la certification, mais surtout, mais aussi, il peut servir pour l'orientation. Toutes ces dimensions-là aussi qui est importante dans le portfolio.